Vraiment entrer dans les coulisses des lobbies pour savoir comment ils fonctionnent. J'appelle Karima Delli, Oriane Wegner, Gaïa Fèvre. Installez-vous. Et nous sommes aussi en direct avec Stefano Valentino. Est-ce que vous nous entendez, Stefano? Vous êtes journaliste freelance, coordinateur des enquêtes environnement à Vox Europe. Et vous avez mis la main sur des documents incroyables, et Libération notamment a publié une enquête à partir de vos données sur cette norme Euro 7, sujet de tous les lobbies. On vous retrouve dans un instant. Je présente rapidement Karima Delli, bonjour. Vous êtes eurodéputée, présidente de la commission transport et tourisme. Au cœur des discussions, on va être aussi dans les coulisses avec vous. Vous êtes très souvent face aux lobbyistes, on a hâte de rentrer dans ces coulisses. Oriane Wegner, donc, vous êtes cofondatrice du collectif Éclaircie. Vous avez mené cette incroyable enquête sur les bombes climatiques. On va vous expliquer exactement ce que c'est, ces bombes climatiques, qu'on appelle bombes carbone également. Et Gaïa Fèvre, responsable politique internationale au réseau Action Climat. On parlera notamment des lobbies dans les événements internationaux des COP, justement, Anne Hidalgo en parlait. La COP 28 qui est à Dubaï à la fin du mois. Alors cette puissance des lobbies vient de s'illustrer encore ces derniers jours. Vous l'avez entendu, le Parlement européen a adopté une nouvelle réglementation d'émissions de gaz pour ces véhicules. Cette norme s'appelle Euro 7. Seulement voilà, c'est applicable en 2030 et non pas en 2025. Et les limites d'émissions polluantes pour les voitures particulières et les conditions de test restent inchangées. Alors Stefano Valentino, vous nous entendez? Stefano Valentino, vous avez fait donc un travail incroyable. Vous avez mis la main sur des documents confidentiels et vous nous prouvez que ce sont bien les lobbies qui ont dégradé cette norme Euro 7. Concrètement, comment ces lobbies ont agi? Dites-nous précisément comment ça s'est passé. Alors, on n'a pas votre son. Est-ce que votre micro est ouvert? Stefano, allez-y parler. Est-ce que vous avez bien votre micro ouvert? C'est un coup des lobbies. C'est la censure. Non, c'est pas la censure, c'est juste un problème technique. Non, on ne vous entend pas. Allez-y. On a l'image, c'est déjà pas mal, mais si on avait le son, ça serait mieux. Toujours pas. Alors Karima, on va commencer par vous. De toute façon, on avait prévu un petit ping-pong de toute façon entre vous deux. Je voudrais savoir tout simplement à quoi ça ressemble un lobbyiste. Est-ce que vous avez tous les jours face à vous? Comment est-ce qu'ils interagissent avec vous? Prenez ce micro, voilà. Bonjour à toutes et à tous. Merci Anne Hidalgo, merci les adjoints. Vous me faites un double plaisir. D'abord de travailler sur les SUV, chose qu'on a beaucoup de mal au niveau européen parce que le lobby automobile est très fort. Et la deuxième chose, c'est beaucoup merci pour nous avoir aidés sur le Dieselgate. Et merci à Corinne Lepage d'être là parce que c'est un peu mon binôme. On ne se quitte pas depuis 3 semaines, là, je ne sais pas ce qui se passe. Mais... C'est vrai, elle sera dans la deuxième table ronde, Corinne. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Corinne a été aussi députée européenne. Alors comment ça marche? Comment ça marche un lobbyiste? Tout d'abord, moi, quand je suis arrivée, j'étais jeune et dynamique en 2009. Et je venais juste d'avoir mon bureau et je recevais une très belle lettre qui disait « Chère Karima Delli, félicitations pour votre élection. Vous êtes faite pour être députée européenne et on va vous accompagner durant votre mandat. Si vous répondez à ce petit questionnaire, eh ben on vous envoie 200 €. Ah, ça commence comme ça. Alors, moi, je suis un peu scotchée, au fait. Je viens juste d'arriver, je suis jeune et dynamique, certes, mais c'est quand même un peu gros. Donc, je m'assois très tranquillement et je lis ce questionnaire. Et ce questionnaire vient d'où? De l'industrie automobile. Sauf que c'est là où ça devient très important à l'entrée des institutions, lorsqu'on est nouvel élu, c'est pas une question d'âge, lorsqu'on est nouvel élu, on devrait avoir le guide du nouvel élu pour comprendre que nous allons être un petit peu amadoué par ces lobbyistes. Et parce que, ni vu ni connu, je remplis, je reçois 200 €. Mais j'ai été à la bonne école, puisque j'ai été avec Marie-Christine Blandin, où vous savez que l'éthique en politique est importante, parce que le lobbying, notamment dans cette institution qu'on appelle le Parlement européen, à Bruxelles, je rappelle que c'est la plus grande place au monde de lobbyistes. Hein. On est avant les États-Unis, vous voyez le truc du délire quand même. Hein.
Et là, ça devient très important parce que lorsqu'on est nouvel élu, il faut se dire une chose. J'aurais rempli, ni vu ni connu, ce questionnaire, c'est la première marche de l'escalier. Sauf qu'à la fin de votre mandat, ben vous tombez la tête la première. Parce qu'une chose doit nous animer, nous les élus, c'est l'intérêt général. Ce n'est pas les lobbies qui font la loi, c'est l'intérêt général, donc il faut faire attention. Et donc, à votre question, alors comment ça se passe? Donc moi j'ai eu déjà ça, et donc j'ai rendu public le questionnaire. Donc j'ai fait une conférence de presse en me disant, ça y est, c'est bon, ils vont être blindés, ils vont pas venir m'embêter. Ben non, j'ai créé dans mon bureau une armoire qui s'appelle Madame Lobby, et c'est tous les cadeaux. Alors tout y est. Hein. La cigarette électronique pour notamment la directive contre le tabac, on a des bouteilles de vin, on a même droit à une très jolie trousse, mesdames, sur les produits notamment de maquillage, etc., puisqu'on avait les fameuses directives sur éther de glycol, machin, etc. Donc, voilà, on essaie d'amadouer l'élu. Hein. Donc ça, c'est la première chose. On essaie de l'acheter par tous les volets. Et une fois, je parle à un collègue allemand, et on était au début du Dieselgate, parce que dans le Dieselgate, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai été nommé rapporteur de ce qu'on appelle la mobilité durable en Europe. Et dans le trait de jeu, j'avais dit, il faut sortir du diesel. Oh, qu'est-ce que j'avais pas dit? C'est grave. Mais oui, j'ai été convoqué par des commissaires européens. Donc vous voyez le délire. Parce qu'ils voulaient absolument pas avoir cet amendement. Et c'est là où ça devient assez terrible, parce que je parlais avec des collègues allemands et j'apprenais que des constructeurs automobiles prêtaient des voitures, non mais les dernières, à des collègues pour tester. Donc la voiture venait chez vous, hop, vous avez le droit 15 jours, vous faites une mumuse comme ça, et ensuite vous la rendez, bien sûr. Mais vous avez... Et au fait, on achète les élus de toutes les manières. Et c'est là où ça devient très important, c'est quand vous arrivez à résister. Et la pression est très, très, très forte. Parce que là, le lobby automobile, c'est 18 millions d'euros par an. 18 millions d'euros par an. Et ils vont, et c'est là, hein, ils vont vraiment acheter des gens pour avoir un regard sur toutes les lois qui attraient à l'industrie automobile. Et c'est là où ça devient très important. Pourquoi? Parce que vous regardez les amendements, parce que ce sont les lobbyistes qui écrivent les amendements. Et dans les amendements, bah, vous voyez les groupes politiques qui déposent mot pour mot les amendements. Ça, c'est pas une légende. Non, non, non. C'est mot pour mot. Moi, je peux vous le dire, c'est mot pour mot. Et dans mon rapport, justement, je voyais les amendements des lobbyistes, les mêmes portés par des élus. Donc, à un moment, ça suffit. Et c'est là où ça devient très important, parce que je ne comprenais pas pourquoi tout le monde, et Anne l'a très bien dit, tout le monde comprend que le diesel, c'est cancérigène. C'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS. Donc tout le monde, depuis 2012, devrait être vent debout, etc. Et c'est là où ça devient très important, c'est qu'on va tout faire pour que les arguments économiques contre les arguments de la santé. Alors moi, j'ai tout eu dans mon bureau, hein, je peux vous le dire. Vous allez faire fuir notamment notre industrie, notre territoire va mourir, bla 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 bla. Et en fait, il faut résister. La deuxième chose où j'ai appris, et c'est là où j'ai vraiment eu beaucoup de mal, c'est la volonté d'achat des élus, mais à un niveau incroyable. Je vous donne un exemple, c'est Volkswagen même. Parce que moi, j'avais dit, il y a un problème de fond, j'ai dit, on va lutter notamment contre réellement cette sortie des véhicules du diesel et du thermique, et c'est là où ils sont prêts à tout. Même à amadouer Karima Delli. Au point que j'ai reçu un courrier avec, vous savez, les lettres d'or, là, dans les super invitations, là. Madame Delli, on sait que vous êtes la rapporteure. Le diesel n'est pas cancérigène. Et donc, il y a du diesel propre. Et on veut vous faire une démonstration spéciale dans un super hôtel à Bruxelles. Et là, j'ai dit, mais c'est pas possible. Vous voyez, tout est attrait à ça. Et c'est là où ça devient, je pense, très intéressant, le lobbying au niveau bruxellois. En fait, on teste votre capacité de résistance. Hein. C'est aussi simple. Soit vous résistez et vous allez porter l'intérêt général, ou soit ça va être très compliqué durant votre mandat. Et ça, c'est rien par rapport à d'autres histoires. Moi, je pourrais presque écrire un livre, hein, Corinne, toi aussi, mais souviens-toi, le système bancaire. Alors,
Le lobby automobile, c'est le deuxième. Le premier, c'est le système bancaire. Et je m'arrête là pour l'anecdote. Parce qu'en fait, on avait à l'époque une grosse crise financière, vous vous souvenez? Et que même Pascal Canfin a dû créer un lobbying contre le lobbying, puisque ça s'appelait Finance Watch, pour contrer le lobbying bancaire. Et là, il y a des petits malins du Sunday Times, donc le journal anglais, qui s'est fait passer pour des lobbyistes. Ils ont appelé les députés européens, souviens-toi, de la Commission économique. Bonjour, je suis un lobby de la finance. Chers députés, est-ce que vous êtes prêts à déposer des amendements? Vous êtes bien assis sur vos chaises? Voilà. Pour 100 000 €. Eh bien, il y a des députés européens. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont dit oui. Et c'est là où il y a peut-être une différence entre le Parlement européen et l'Assemblée nationale et le Sénat, c'est que nous, on rigole pas. Parce qu'ils ont eu quand même 2 jours pour faire leur carton. Parce qu'une fois que ça a été révélé, donc les journalistes ont bien dit, etc., ils ont remonté, mais ils avaient 2 jours pour virer du Parlement européen. Et donc, moi, c'est là où je me dis que le Parlement, quand même, c'est beaucoup plus transparent, parce que chaque lobbyiste a une carte, etc. Mais je me demande ce qui se passe à l'Assemblée et au Sénat. Parce que, vous avez dit, dans l'ombre, moi je suis désolée, quand Greta Thunberg, elle vient pas à l'ombre, elle vient à visage découvert pour dénoncer les lobbyistes, etc. Elle peut presque pas rentrer à l'Assemblée nationale, mais les lobbyistes doivent grouiller aussi à l'Assemblée comme au Sénat. Effectivement, merci pour ces détails croustillants. Effectivement, on voit comment les lobbyistes travaillent. Je vous redonne la parole dans un instant. Stefano Valentino, est-ce que vous nous entendez? Est-ce qu'on va vous entendre, vous? Bonsoir. Je vous entends, j'ai entendu toute la présentation et alors, la députée. Très faible. Oui, j'ai compris. Vous m'entendez maintenant? Augmenter le son? Oui, je l'entends un petit peu ici. Est-ce qu'on peut augmenter le son? Vous m'entendez maintenant? Ah, super, bienvenue, bravo. Merci d'être avec nous. Alors, je voudrais vraiment qu'on zoome avec vous sur cette norme recette. Soyons clairs, elle a été détricotée par les lobbyistes. Vous avez mené l'enquête, vous avez des documents confidentiels. Racontez-nous comment ils ont opéré. Donc, l'industrie des constructeurs automobiles en Europe, à Bruxelles, elle est représentée par une association qui s'appelle l'Association des constructeurs automobiles européens. L'acronyme est ACA, c'est par ce nom que je vais la nommer dans mon intervention. Donc l'ACA, en mars-avril 2021, a eu une première réunion avec Thierry Breton, votre compatriote français qui est le commissaire au marché intérieur à la Commission européenne. Et pendant cette réunion, donc moi je sais qu'il y a une réunion parce que justement j'ai eu accès aux minutes de cette réunion, pendant laquelle Breton a encouragé l'ACA à lui envoyer des recommandations avec en fait les propositions de l'industrie sur les recettes. Donc en fait Breton a dit à l'industrie, exprimez-vous, on va tenir compte de vos attentes. Donc au mois de juin, l'industrie finalement envoie ses propositions à Breton. L'industrie d'ailleurs a rendu public ses recommandations. Et les recommandations, en fait, visaient à intervenir dans la préparation de la législation de la norme et recette que la Commission faisait à ce moment-là, et demander justement à la Commission d'introduire des limites d'émissions d'oxyde d'azote. Donc l'oxyde d'azote, c'est le polluant principal qui est émis par les moteurs, notamment les moteurs diesel, qui fait quand même pas mal de morts prématurées en Europe. Donc l'industrie a demandé à Breton d'introduire des limites d'émissions pas trop contraignantes. Et en plus, a demandé à Breton aussi d'alléger les conditions des tests, c'est-à-dire les tests qui sont effectués dans les labos pour approuver les nouveaux modèles des voitures. Donc à partir du mois de juin-juillet, donc il y a eu cette correspondance, ce travail très rapproché des communications entre l'industrie et Breton. Je parle de juin-juillet 2021. Et finalement, la Commission européenne, suite à ces pressions de l'industrie, de la CA, a retardé la présentation formelle de sa proposition Euro 7. Et cette proposition n'est arrivée qu'en novembre 2022. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre juin 2021, quand l'industrie a présenté ses recommandations à la Commission européenne?
et novembre 2022, quand la Commission finalement a présenté sa proposition formelle sur les recettes. Donc il y a eu une réunion très importante le 1er juin 2022, donc quelques mois avant que la Commission présente. Contrairement aux règles sur la transparence de l'Union européenne, n'a jamais été rendu public. C'était une réunion entre les directeurs généraux de la Direction générale marché intérieur. Les directeurs généraux, c'est le numéro 2 de la DG, c'est-à-dire c'est la personne la plus importante après le commissaire qui est breton. Donc, le directeur général, Kestirn Jorda, s'est rencontré en cachette derrière les coulisses avec ACA le 1er juin. D'ailleurs, au quartier général de ACA, ils ont eu apparemment un petit déj. Je ne sais pas ce qu'ils ont mangé, mais apparemment, ils se sont dit des choses très intéressantes. Voilà, c'est ça. Donc, à ce moment-là, vous révélez l'existence d'un déjeuner secret qui n'était pas à l'agenda officiel. Pourtant, les règles de la transparence au sein de l'Union européenne obligent à mettre à l'agenda officiel ces rencontres. Et d'ailleurs, lorsque vous l'avez révélé, ils l'ont mis après sur l'agenda officiel, c'est ça? Exactement. Alors, je fais un petit avancé dans le futur. Donc, la Commission européenne, il m'a dit par email, donc le porte-parole, il m'a dit que cette réunion n'avait pas été rendu public à cause d'un oubli administratif. C'est traduit du français administrative oversight. Donc ils ont oublié par hasard d'ajouter cette réunion au registre des réunions tenues par le directeur général. Et les règles de transparence de l'Union européenne sont très importantes parce qu'elles protègent l'intérêt public de l'influence occulte de l'industrie. Donc les publics, ils doivent savoir si un représentant de la Commission européenne rencontre des groupes de lobbyistes pour être sûr en fait que cette réunion est publique et qu'on sait bien que dans cette réunion l'industrie aurait pu en fait exercer des influences, et tel a été le cas en fait pendant cette réunion du 1er juin. L'industrie a à nouveau réitéré ses demandes, notamment l'introduction des limites d'émissions pas contraignantes et pas assez contraignantes que la Commission européenne l'envisageait au départ. Et pendant cette réunion, la directrice générale, ou le directeur général, Madame Kerstin Jorna, a promis, et ça on l'a noir sur blanc sur les minutes qu'on a obtenues de la part de la Commission européenne, il a promis à l'industrie que la Commission présenterait un recette faisable et voilà, bien qu'ambitieux. Et donc, dans la proposition formelle de recette que la Commission a mise sur la table en novembre 2022, les limites d'émission, ils sont exactement les mêmes qui ont été demandées par l'industrie. C'est vrai que la Commission, il a quand même tenu bon par rapport aux tests d'approbation. Donc, les tests d'approbation n'étaient pas tellement affaiblis, mais sur les limites d'émission, la Commission, il a doublé les limites d'émission qui avaient été recommandées par le groupe des consultants qui ont aidé la Commission à élaborer les meilleures politiques sur les recettes. Donc, les consultants avait proposé une limite qui était 30 microgrammes par kilomètre, et finalement la Commission a proposé 60 microgrammes par kilomètre. Ok? Juste en fait, aligner les émissions diesel par rapport aux émissions de l'essence. Donc c'est un premier coup d'affaiblissement que le recette a eu pendant le processus d'élaboration au sein de la Commission européenne. Eh bien, merci beaucoup Stefano Valentino. On peut vous applaudir pour ces révélations que vous apportez sur le débat public. Juste un mot, Karim Adeli, juste un mot, votre réaction sur ces règles de transparence. Il y a des règles de transparence très strictes et pourtant, vous nous parlez de ces lobbyistes et de même de corruption. Absolument, mais ce qu'on ne dit pas sur Euro7, c'est au Parlement européen, il y a une commission d'enquête. Merci Anne Hidalgo et les villes qui nous ont boosté. Hein. Vraiment, ça a été incroyable. Mais on a réussi, et moi je peux vous le dire, j'étais dedans, moi j'ai réussi. Et souviens-toi, ma chère Corinne, c'était la première fois qu'on arrache une commission d'enquête sur un scandale sanitaire. Il n'y en avait pas eu depuis 16 ans. Voilà. H1, c'était pas possible, il n'y avait pas de majorité. Et là, on avait une majorité, mais il n'y avait pas eu de commission d'enquête sur un scandale sanitaire depuis 16 ans. Le dernier, c'était la vache folle. Vous voyez la difficulté, parce que même pour arracher une commission d'enquête, les lobbyistes sont à l'heure. Et donc, lorsqu'on a fait la commission d'enquête, une des grandes conclusions, c'était de changer la norme et de refaire une norme Euro 7. Mais entre la commission d'enquête 2015 et nous sommes en
2023. 7 ans. Pendant 7 ans, moi j'étais président de la commission, tous les ans je disais, alors la Commission européenne, sortez votre travail, alors la proposition, où est-elle? 7 ans où ils ont quand même réussi, les lobbyistes, à freiner la loi. C'est ça qu'il faut dire, hein, à force de puissance. Donc c'est la première chose. La deuxième chose qui est, ce que dit Stefano, est très très importante, c'est ils vont utiliser le fait, c'est très bien expliqué dans, je vous invite à lire le dossier de Libération, quand même. Non, ils avancent le fait que désormais l'Europe, et ça a été une galère aussi, hein, on va sortir de la vente des véhicules thermiques, notamment d'ici 2035, pour passer notamment à des émissions zéro. Souvent on dit de l'électrique, mais il n'y aura pas que de l'électrique. Mais c'est 2035. Donc les constructeurs automobiles, qu'est-ce qu'ils disent? On n'a pas besoin de la norme. Vous n'allez pas nous embêter. On va tous rentrer dans le marché de l'automobile électrique. Et c'est là où c'est la grande arnaque du siècle. Pourquoi? Parce que moi, je peux acheter, c'est la vente. C'est la vente. C'est pas l'arrêt des véhicules thermiques. C'est la vente. 2035. Et après 2035, j'achète un véhicule thermique en 2034. Hop, 15 ans, 20 ans de durée de vie. Ça veut dire que techniquement, eh bien, on ne va jamais y arriver sur la pollution de l'air. Et c'est là la double farce de l'Europe. Elle met en place une directive qualité de l'air hyper ambitieuse et les outils, notamment de la pollution de l'air, la norme Euro 7 n'est pas à la hauteur. Et c'est là où il faut gueuler et c'est là où je compte sur... Parce que le Parlement, vous savez, les progressistes, soi-disant ceux qui aiment l'Europe, là, les renus, je veux dire, mais moi j'étais très fâchée contre le groupe Renaissance parce que c'est un groupe qui peut basculer. Et moi, je pensais que la commission environnement pouvait nous aider. Parce que là, c'est une question de santé publique. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils se sont couchés grâce aux États membres. Parce que les États membres ont aussi un rôle à jouer. Et figurez-vous que quoi? Les États membres où il y a des constructeurs automobiles, ils ont joué à plein feu. Et notamment, on en a un, je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelle Bruno Le Maire, qui est ministre de l'économie, il a dit on ne touche pas à mon industrie. Et donc il a amené plein de pays avec lui, notamment les pays de l'Est, et ils sont arrivés dans les négociations en disant ah ben non, ça ne sert à rien en recette. Et c'est là où j'enrage, parce qu'on perd sur les deux tableaux. Un, nous avons 13 millions de salariés de l'automobile en Europe. Si on les accompagne pas sur notamment cette norme, c'est terminer notre industrie. Déjà, on a perdu 15 ans sur la voiture électrique, vous voyez. Donc, sur l'industrie de demain, on perd 15 ans. Deuxième chose, c'est qu'ils prennent toujours le cas de comment on va passer dans l'électrique et que ça va nous coûter trop cher. C'est trop cher, la norme OCN, c'est pas cher. Hein. C'est même pas le coût où vous refaites votre peinture dans votre voiture. Donc, c'est rien. Les constructeurs disent 2 000 € et les autres... C'est pas vrai, c'est pas vrai. Transport environnement, où êtes-vous? Voilà. Alors, transport environnement, c'est une super ONG. On va avancer, Karine. Non, mais je termine en disant que ils vont trouver que le coût, c'est trop cher pour eux, pour l'industrie, donc ils vont rien faire. En tout cas, ce qui est sûr, je voudrais vous dire, on va avoir besoin de vous. Et là, je regarde Anne Hidalgo. Parce que cette norme-là, elle a été votée par le Parlement. Là, elle va être votée en trilogue, donc avec le Conseil. Et c'est là, une fois qu'elle est votée, il va falloir saisir la Cour de justice sur la santé publique. Et il y a un volet sur lequel ça marche plutôt bien, c'est la question des villes. Et moi, je voudrais remercier l'ensemble des villes qui se bougent, non pas pour faire de la com ou des trucs comme ça, mais qui jouent la carte véritablement de choses concrètes, parce que la qualité de vie et la qualité de l'air, c'est la maladie du 21e siècle. Donc, Anne, on sera là, on va continuer, on fera la même chose que la norme Euro 6. Merci à vous. Et on parlera du rôle des villes dans la deuxième table ronde tout à l'heure. Alors voilà pour cet exemple de lobbying, d'un feuilleton Dallas, hein, signé par l'industrie automobile. On va quasiment changer d'échelle encore plus avec les bombes climatiques. Là, vous allez voir que c'est un Dallas puissance 1000. Oriane Wegner, bonsoir. J'avais entendu ce terme de bombe climatique, qu'on appelle aussi bombe carbone. Je n'avais pas saisi la mesure de l'ampleur du phénomène. On parle de 422 sites géants d'extraction de pétrole, de gaz ou de charbon répertoriés sur la planète. On appelle ça bombe climatique ou bombe carbone. Pourquoi?
Alors, on appelle ça des bombes carbone parce que c'est 425. Nous, on dit 425 parce qu'il y en a 3. Il y en a 3 qui ont été arrêtés. On les compte quand même. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, ces 425 projets de bombes carbone, on les appelle comme ça parce que c'est les 425 plus gros projets d'extraction fossile dans le monde. Donc, extraction fossile, ça veut dire que c'est par exemple des grosses mines de charbon, des sites d'exploitation pétroliers ou d'extraction de gaz. Et si on prend ces 425 sites à eux tous, ils consomment 2 à 3 fois le budget carbone restant pour limiter le réchauffement à 1,5 degré. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on veut avoir une chance de ne pas dépasser un réchauffement d'1,5 degré, il y a un volume absolu d'émissions de CO2 qu'on peut rejeter dans l'atmosphère. Et simplement ces 425 projets de bombes carbone émettent déjà 2 à 3 fois plus que ce volume maximal. Je pense qu'on peut donner les chiffres. D'habitude, j'aime pas les chiffres parce qu'on ne se rend pas compte, mais voilà, ces 425 sites vont émettre 1182 gigatonnes. L'accord de Paris nous a dit, vous aurez droit à dépenser pour la planète 500 gigatonnes. Donc, accord de Paris, c'est 500, et ces 425 sites dépensent 1180 gigatonnes. C'est ça, l'ampleur du phénomène. Oui, tout à fait. Et ce qui est particulièrement intéressant dans ces projets de bombes carbone, c'est qu'il y en a à peu près un tiers qui n'ont pas encore démarré. Ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser l'argument du reliquat d'investissement passé dont on continuerait à payer le coût d'une certaine manière, parce qu'il y a au moins un tiers de ces projets qui n'ont pas encore démarré, mais qui sont sur le point, pour certains, de démarrer. Et ça veut dire qu'il y a des entreprises qui activement investissent sur le fait que l'on échoue à respecter les objectifs de l'accord de Paris. Alors c'est ma question, qui est responsable? Est-ce qu'on a des entreprises et vous avez des noms? Est-ce qu'on a des États et vous avez des noms? Alors oui, on peut répondre à la question, on peut y répondre par l'angle des entreprises, on peut y répondre aussi par l'angle des États. Il y a aussi un autre acteur qu'on a essayé de mettre en lumière dans ce projet-là, c'est l'acteur du financement, donc les banques. Je pense que je vais y revenir dans une seconde. Allez-y. Sur les États, il n'y a pas énormément de surprises sur le top 5 ou le top 10. Il y a notamment donc, la Chine, la Russie, les États-Unis arrivent en 2e position, l'Arabie Saoudite arrive assez haut également, le Canada, l'Australie, l'Inde, des pays qu'on a déjà identifiés comme producteurs d'énergie fossile. Le cas des États-Unis est quand même particulièrement intéressant parce que malgré la politique pro-environnementale du président Biden, ou en tout cas communiquée comme telle au cours des dernières années, les États-Unis continuent à investir dans de nouveaux projets, aussi notamment des gros projets de gaz de schiste dans le sud-ouest des États-Unis. Donc ça, c'est pour l'aspect quels sont les États les plus engagés sur ces projets-là. Mais ce qui est très important, c'est que si on prend uniquement la grille de lecture des États, on va se dire par exemple que la France, de ce point de vue-là, s'en sort bien parce qu'il n'y a effectivement pas de bombe carbone sur le territoire français. Malgré ça, ce serait une lecture un peu parcellaire de la situation, parce que si on s'intéresse à la question des entreprises et à la question des banques, on voit que là, la France, pour le coup, a un rôle qui est absolument essentiel dans le financement du réchauffement climatique. Vous avez des noms pour les banques françaises? Allons-y. Pas énormément de surprises. Avant de rentrer dans les banques, on peut juste discuter de la question donc, des entreprises. Total Energy est dans le top 5 des entreprises les plus investies dans des projets de bombes carbone dans le monde. Donc c'est absolument vertigineux de se rendre compte du rôle qu'a Total Energy, qui a donc une vingtaine de projets de bombes carbone de par le monde, incluant des projets qui n'ont pas encore démarré, dont des projets qui vont commencer dans très peu de temps. Donc ça, c'est pour la partie ces entreprises qui exploitent ou qui détiennent ces bombes carbone. À côté de ça, il y a un rôle qui est extrêmement intéressant et nous, sur lequel on a voulu mettre l'accent parce qu'il nous semble qu'il est aussi moins connu, c'est donc le rôle des banques. Et les banques ont 2 manières de soutenir ce type de projet. Et c'est intéressant de faire cette distinction. Donc il y a un premier moyen pour une banque de financer un projet, ça va être de financer le projet lui-même, donc d'accorder de l'argent explicitement, mettons, pour un projet pétrolier au Mozambique. Et ça, c'est une part extrêmement minoritaire du financement bancaire. Parce que les banques disent j'ai des investissements verts, tous mes fonds sont verts, tout est vert dans la banque, a priori. Oui, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que en fait, les banques financent très peu des projets directement. En revanche, elles financent massivement les entreprises qui exploitent ces projets. Et du coup, là, c'est intéressant parce que quand on reprend les 5 dernières années des banques, notamment françaises, qui ont pris des engagements contraignants, ambitieux, disant qu'ils arrêtaient de financer des projets de charbon, qu'ils arrêtaient de financer des projets d'expansion pétrolière ou globalement d'énergie fossile, en fait, ces politiques-là d'exclusion des banques, sur lesquelles ils communiquent énormément,
ne concerne que le financement par projet. Et si on prend l'année 2022, par exemple, le financement par projet, ça représente seulement 4% du financement. Et il y a 96% du financement qui sont des financements inconditionnels. Donc on pourrait imaginer, par exemple, une grosse banque française qui financerait une grosse entreprise pétrogazière française sans flécher particulièrement cet argent-là. Et ensuite, la banque aura beau jeu de dire qu'elle ne finance pas de nouveaux projets d'extraction fossile, alors qu'elle finance massivement cette entreprise pétrogazière qui, elle-même, développe des nouveaux projets fossiles. Et ça, il nous semblait que c'est un angle dont on parle peu. La question des banques, comme elle a l'air technique, en fait, on s'en saisit peu, y compris en tant que citoyen, y compris politiquement. Et nous, ça nous semblait extrêmement important de mettre le doigt sur le rôle majeur que jouent les banques, enfin, ou les gros groupes bancaires mondiaux dans le financement et du coup l'extraction fossile. Alors on va rester sur les enjeux internationaux avec vous, Gaïa Fèvre. Vous suivez les grandes conférences internationales. La COP28 donc, va avoir lieu à la fin du mois à Dubaï. Et des lobbyistes, vous savez ce que c'est. Comment agissent les lobbies énergie fossile dans les COP? Ils sont présents par centaines. Avant d'aller sur comment ils agissent, j'aimerais insister sur leur nombre, parce qu'en fait, ils sont de plus en plus. Et on va insister également sur les accès qu'ils ont, et ça, c'est important dans les COP. Entre la COP26 et la COP27, on a vu une augmentation des lobbyistes fossiles de 25%. La dernière COP, ils étaient 636. Vous les mettez tous ensemble, vous imaginez qu'ils défendent tous du charbon, du pétrole et du gaz qu'ils aiment à dire propres. Et face à eux, parfois, en fait, ils ont des États qui sont les États les plus vulnérables, les populations les plus vulnérables, et ils éclipsent leur voix. Si on prend la délégation de l'Érythrée, c'est 2 personnes. Si on prend la délégation de l'île Maurice, c'est 7 personnes. Vous imaginez le nombre de sujets qu'on doit suivre dans une COP. Vous imaginez bien qu'on a de la difficulté à avoir des décisions concrètes en fin de COP pour dire on va mettre fin à toutes les énergies fossiles, et on se rend compte que les pays les plus touchés, les plus vulnérables, en fait, on ne les entend pas. Donc ce qui s'est passé avec cette COP-là, la COP28, qui va se dérouler à Dubaï, outre le fait que ce soit à Dubaï, parce qu'en fait les COP, géographiquement, ça change de place, et en fait il n'y a pas foule au portillon. C'est-à-dire qu'il faut avoir la capacité financière et humaine pour accueillir une COP. Donc de fait, les Émirats Arabes Unis sont les seuls à avoir levé la main pour tout le continent Asie. Le fait est qu'on ait une présidence, Sultan Al-Jaber, qui incarne en fait un conflit d'intérêts de par la triple casquette, ministère de l'Industrie, président de la COP et ADNOC, bien sûr, CEO. Ça, en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas de politique de conflit d'intérêts à la CNUC. Et pour le coup, il faut en développer une. Et sur ça, la société civile et plusieurs ONG dénoncent à chaque année la présence des lobbies, collectent également, regardent quel badge ils ont. Parce qu'en fait, quand on va dans les COP, on est classé. Et on est classé notamment par couleur. Vous avez quelle couleur, vous? Exactement. Donc nous, les observateurs et observatrices, on a la couleur jaune. Les médias, généralement, la couleur bleue. Et les délégations des États ont le badge rose. Et là, ce qui est très, très intéressant, c'est de se rendre compte que l'année passée, 29 pays ont inclus dans leur propre délégation des lobbyistes des énergies fossiles. 29 pays, 200 personnes. Donc 636 lobbyistes, 200 avec des badges roses qui donnent des accès aux espaces de négociation, espaces où la société civile ne peut pas intervenir. Et si on revient sur où est-ce qu'on en est sur l'intégration du vocabulaire fossile dans les COP, donc on ne voit pas le mot fossile dans l'accord de Paris, et quand on s'amuse à regarder toutes les décisions en fin de COP, le mot est apparu une fois à la COP 26 à Glasgow et a été énormément, le vocabulaire utilisé a été énormément amoindri. On parle de phase down, donc réduire l'utilisation du charbon. Ce qu'on a fait cette année, c'est que l'opportunité d'avoir Sultan Al-Jaber pour le pire et pour le meilleur, c'est de faire de cette COP28 une COP des fossiles. Et clairement, la société civile, le secrétaire général des Nations Unies, c'est exactement ce qui a été fait. Si on prend le sommet qui s'est déroulé en septembre, où Guterres justement a donné la parole à ceux et celles qui font, et notamment les villes, les États, le niveau infra-étatique est très important dans les COP. Et c'est sur lequel on peut se reposer, parce qu'en fait, eux, ils font vraiment.
Et pour le coup, on a construit tout un narratif en disant on ne partira pas de cette COP sans un vocabulaire fort sur la fin de toutes les énergies fossiles, et toute distraction dangereuse, notamment les nouvelles technologies, ne seront pas tolérables. L'autre jambe sur laquelle on marche, c'est bien sûr le renouvelable, donc c'est important d'investir, et l'efficacité énergétique. Mais ça ne suffira pas. On ne partira pas sans vocabulaire concret sur la fin de toutes les énergies fossiles. Donc c'est là où on en est au niveau société civile. Eh bien merci. Merci à toutes les trois. Juste un tout petit mot pour conclure. On va passer à la deuxième table ronde. Oui. Oui, un tout petit mot. Et ça marche? Allez-y. Merci. Un tout petit mot juste pour enchérir sur ce que disait Gaïa juste à l'instant, c'est que effectivement, nous, par curiosité, on a ouvert notre base de données et on s'est dit, bon, Sultan Al Jaber, qui est donc le président de la COP28 et le PDG de Abu Dhabi National Oil Company, mais est-ce que Abu Dhabi National Oil Company opère des bombes carbone? Et la réponse, sans surprise, est oui. 3 de toutes nos bombes carbone sont exploitées par cette entreprise-là. Et donc, je rejoins tout à fait ce que tu disais sur la dimension du conflit d'intérêts, et c'est particulièrement frappant avec cet exemple cette année. Anne Hidalgo, vous aurez quelque chose à dire au président de la COP, il a 3 bombes climatiques. Juste une petite chose aussi, parce que les ONG, elles font un travail exceptionnel. Il y a des élus qui font un boulot de monstre, mais il y a aussi les ONG qui font un travail exceptionnel. Et moi, dans les COP, je vous appelle toujours le lobby citoyen. Parce que face à ces lobbyistes-là, il faut des lobbies citoyens. Il faut mobiliser les ONG, la société civile, etc. Et ensuite, il faut... Parce que je regarde Corinne Lepage, et que c'est une très grande avocate aussi, il ne faut pas l'oublier. On va lui donner la parole dans la deuxième table ronde. Mais parce que nous avons aussi des lois. Je rappelle que l'Union européenne s'est engagée à la non-prolifération des énergies fossiles. Et donc là, on est bientôt à la COP 28. La première chose, c'est de demander au gouvernement français de respecter ses engagements européens et de voir s'il va faire la même chose, parce qu'on aime bien les doubles discours en France, hein, entre ce qui va se passer à Dubaï et ce qu'il devrait faire et ce qu'il a signé. Merci à toutes les trois, on vous applaudit. On a décortiqué donc la puissance des lobbies. Merci beaucoup. Et j'appelle maintenant Corinne Lepage, Jérémy Suissa, Dany Strauss et Dan Lair pour notre deuxième table ronde. Dans cette deuxième table ronde, on va voir comment on peut répondre à ces lobbies. Est-ce qu'un lobbying éthique est possible? Est-ce qu'il y a de nouveaux récits pour une contre-offensive climatique? Corinne Lepage, vous êtes ancienne ministre et avocate. Jérémy Suissa, vous êtes directeur général de Notre Affaire pour tous. Diane Strauss, vous êtes directrice générale de l'ONG Transport et Environnement. Et Dan Lair, vous êtes adjoint à la mairie de Paris en charge de la transition écologique. Alors, est-ce qu'un lobbying éthique est possible? J'aimerais qu'on voit avec vous tout l'éventail des ripostes possibles face aux lobbyistes. Corinne Lepage, un des moyens, c'est le contentieux climatique. Ça vous connaît, notamment l'affaire de Grande-Synthe, où vous attaquez l'État pour non-respect des engagements pris en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il y a d'ailleurs une actualité en décembre et l'été prochain. Racontez-nous ce contentieux climatique, comment vous agissez, vous? Oui, bonsoir. Je ne sais pas si ça marche. Oui, mettez bon. Près de votre bouche le micro. Merci d'abord à Anne Hidalgo et à la mairie de Paris de m'avoir invité ce soir. Merci. Oui, c'est mieux. D'abord, il faut souligner le fait que le contentieux climatique, ce qu'on appelle la justice climatique, c'est un phénomène planétaire. C'est 2500 procès dans le monde. Il n'y a aucun continent qui n'y échappe. Ça concerne les États, mais ça concerne aussi les entreprises et de plus en plus. Et notamment sous un angle qui est très important, qui est celui de l'éco-blanchiment. C'est des actions qui montent en puissance, et vous parlez du Dieselgate, on parle des transports. Il y a eu une série d'actions qui ont été menées en Allemagne contre Volkswagen, Mercedes et les autres sur de l'éco-blanchiment et qui ont été gagnées et qui font que grâce à toi et à d'autres, j'espère qu'on va avoir une directive sur les allégations environnementales qui vont maintenant interdire complètement de parler de neutralité carbone, ce qui est du grand foutage de gueule. On est tous d'accord là-dessus. Voilà, donc ça, c'est le résultat d'actions qui ont été menées sur de l'éco-blanchiment, c'est un procès fait aux entreprises. Alors, sur les États, effectivement, j'ai eu la chance de pouvoir mener la première action en France, mais pas en Europe, puisqu'il y avait déjà eu le précédent des Pays-Bas, Urgenda, action soutenue par la ville de Paris, par la ville de Grenoble et par Notre Affaire à tous, qui est venue soutenir en intervenant sur le recours. Nous sommes je dis souvent,
on est à la saison 4, parce que, saison 4, la saison 1, ça a été la recevabilité, ce qui n'était pas évident. Est-ce qu'une commune qui est localisée peut se plaindre d'une politique nationale? Et puis, les bases juridiques sur lesquelles le Conseil d'État allait s'appuyer. Notamment, quand on a une trajectoire à 2030, est-ce qu'en 2021, à l'époque c'était 2020 ou 2021, on peut trancher du point de savoir si 2030 sera respecté ou pas? Et le Conseil d'État dit il ne faut pas rigoler, on ne va pas attendre 2029 pour voir si 2030 est respecté. Donc, une trajectoire, c'est sur la durée. Et donc, on regarde année après année où on en est. Donc ça, c'est très important. C'était saison 1. La saison 2, ça a été la condamnation de l'État, en disant vous n'en faites pas assez. La saison 3, ça a été vous aviez un délai pour le faire, vous n'avez rien fait. Donc on veut une astreinte. Le Conseil d'État dit non, il n'y a pas d'astreinte, mais par contre, vous avez une obligation de faire avec une clause de revoyure. Donc nous sommes à la saison 4, à la clause de revoyure. 31 décembre 31 décembre et 30 juin. Alors, on va voir si les normes, enfin les annonces, parce que nous, on est très fort pour les annonces. Pour la réalisation, c'est notre paire de manches. Mais les annonces, on est très bon. Donc, si les annonces de la planification écologique sont tenues, on rentrera dans les clous. C'est-à-dire qu'on sera à peu près là où il faut. Mais encore faudrait-il que ce soit tenu. Voilà, donc c'est des actions qui sont importantes parce que même si on n'a pas eu l'astreinte, même si c'est pas parfait, c'est quand même sans arrêt une épée dans les reins. Et je voudrais terminer en disant que le rapporteur public, c'est très intéressant, quand il nous a retoqué, il a proposé de nous retoquer sur la question de l'astreinte, il a dit, mais en fait, vous n'en avez pas besoin, cette astreinte, parce que le tribunal médiatique qui est utilisé et que vous utilisez pour obliger l'État à agir suffit largement. Il n'y a pas besoin en plus d'argent. Ça n'apportera pas grand-chose. Et c'est pas tout à fait faux. C'est pas tout à fait faux. Voilà, donc je pense que c'est une arme extrêmement efficace. Ça ne se substitue pas, bien sûr, aux décisions politiques qui sont indispensables, mais c'est une arme extrêmement efficace pour agir. Juste un tout petit mot sur un sujet que j'abordais avec la maire il y a un instant, mais sur lequel je voudrais attirer votre attention à tous, parce que pour moi, ça me préoccupe énormément. Jusqu'à maintenant, l'écologie, nous les écologistes, de part et d'autre, on a été dans l'offensive. C'est-à-dire qu'on a essayé de faire progresser la législation, on a essayé de gagner des procès, on a essayé de faire des choses. Aujourd'hui, nous sommes sur la défensive. Pourquoi nous sommes sur la défensive? Parce que les lobbies ont parfaitement compris qu'il fallait en fait nous attaquer directement et rendre ce que nous défendons non souhaitable, désagréable, inutile, fascisant, enfin tout est beau. Et ça, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave parce qu'il y a une opération de déstructuration d'une action qui a été menée dans la continuité depuis une trentaine d'années, pas aussi loin qu'on aurait voulu, mais quand même avec des progrès. Et aujourd'hui, on est obligé de se défendre en expliquant qu'on n'est pas des fachos, qu'on n'est pas des gens qui veulent le mal des autres, qu'on n'est pas... C'est terrible. Alors qu'en fait, on peut le faire de manière qui n'est pas parfaite, on peut le faire de manière... On peut avoir toutes les critiques qu'on veut, mais je dirais que les gens qui défendent ça, c'est comme des gens qui sont animés par l'intérêt général, globalement. C'est pas des gens qui ont d'autres intérêts que celui-là. Et là, très franchement, et c'est un phénomène qui est planétaire, encore une fois, c'est pas un truc français, c'est même pas un truc européen, c'est planétaire, et donc je pense qu'il faut qu'on soit intelligent et qu'on arrive à réfléchir, à voir comment on peut s'organiser. Tu disais tout à l'heure, il faudrait que ceux qui veulent la paix s'organisent aussi bien que ceux qui veulent la guerre. Eh bien, il faut que que tous ceux qui sont conscients des périls auxquels l'humanité et le vivant sont confrontés soient conscients qu'il faut qu'ils s'organisent s'ils ne veulent pas passer à la trappe. Et nous avec. Effectivement. Alors, les contentieux climatiques, avec vous, on est servi. Jérémy Sussa, directeur général de Notre Affaire pour tous. L'affaire du siècle, l'État qui a été condamné 2 fois pour manquement, une nouvelle audience le 8 décembre, c'est tout bientôt. Procès contre Total pour non-respect de la vigilance climatique, après une première décision irrecevable. Vous êtes en appel. Parlez-nous de cette affaire et comment vous agissez, vous?
Effectivement, je ne reviendrai pas sur l'affaire du siècle plus longuement. On vient de parler de Grande-Synthe et de la responsabilité de l'État, mais à côté de l'État, il y a un autre acteur systémique, ce sont les multinationales. Et donc, on a lancé aussi ce chantier-là, c'est-à-dire un procès ambitieux contre Total pour faire diminuer les émissions de gaz à effet de serre Total. En d'autres termes, pour que Total arrête les bombes climatiques dont on a parlé tout à l'heure. On ne l'a pas fait seul, parce que l'intuition qu'on avait, outre de le faire avec d'autres ONG comme Sherpa par exemple, c'est aussi de se dire, partons avec les entités, les partenaires qui sont confrontés tous les jours aux dégâts causés par les impacts du changement climatique. En premier lieu, les collectivités territoriales. Et donc on a agrégé autour de ce recours-là une quinzaine de collectivités territoriales de toute taille. Il y a des petits villages du sud de la France, il y a la région centre, il y a des grandes villes, des villes moyennes. Paris a rejoint le recours en septembre dernier, aux côtés de Poitiers, aux côtés de New York, parce qu'on s'est dit aussi que c'était important d'expliquer. On parle souvent de l'office du juge, et le juge aime bien aussi dire non, mais les effets, vous ne pouvez pas expliquer que les effets du changement climatique vous touchent parce que c'est mondial, etc. Alors, on explique que c'est peut-être mondial, mais c'est mondial parce que tout le monde est touché, mais tout le monde est touché. Donc Paris doit assortir un certain nombre de plans d'adaptation. En fait, ça coûte énormément d'argent. C'est des choix politiques forts qui sont faits. New York est en train d'ériger des digues, etc. Il y a aussi des collectivités qui n'ont pas forcément les moyens de le faire, qui sont complètement désemparées. Tuvalu va disparaître sous les eaux. Ils n'ont pas les moyens de faire comme les Pays-Bas et de tout remonter de 2 mètres pour échapper à la disparition. Donc voilà, avec ces collectivités-là, ces 15 collectivités, on demande des comptes à Total sur un exemple aussi qui a eu lieu là encore aux Pays-Bas contre Shell, puisque une ONG néerlandaise a obtenu la condamnation de Shell pour diminuer ses émissions de gaz à effet de serre de 45%. On demande grosso modo, pour le dire très vite, la même chose à Total. Comme vous le savez, ça a été montré à l'instant par Éclairci. C'est pas exactement l'idée de Total aujourd'hui. Donc voilà, nous on va chercher aussi la responsabilité des acteurs systémiques, ceux qui ont la main pour changer les choses. Et il y a un élément intéressant, parce qu'on parle aussi beaucoup, on a une approche nationale en disant la France, c'est 1% des émissions, etc. C'est rien, même si on faisait plus rien, on changerait pas, etc. Tous les ans, on rend ce qu'on appelle un benchmark de la vigilance climatique. On regarde ce que font les grandes multinationales françaises en matière climatique et on regarde ce que ça veut dire en termes d'impact. Ce qu'on a constaté, c'est que ces multinationales, les 25, prises par secteurs différents, représentent 10% des émissions mondiales. Donc si les multinationales françaises faisaient leur part du boulot, elles pourraient avoir un impact colossal. Aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on est réunis, l'essentiel de leur activité n'est pas de se projeter sur comment on va faire demain, comment on va changer nos modèles, c'est de dire comment on va faire en sorte de conserver cette rente le plus longtemps possible. Total sait très bien que d'ici 10, 20 ans, ils n'auront pas d'autre choix que de partir sur du renouvelable. Ils le savent, d'ailleurs ils sont en train de se préparer tranquillement, mais entre-temps, ils maximisent au maximum tout ce qu'ils peuvent obtenir tant que ce n'est pas interdit en fait de le faire. Et donc, nous, on est dans cette idée de combattre cette manière de fonctionner et d'utiliser le levier de la justice pour leur faire rendre des comptes. Alors vous le disiez, hein, il y a un moyen, c'est sur les villes et les collectivités locales qui peuvent se mobiliser. Dan Lair, les villes ont un rôle à jouer. Vous parlez de la diplomatie climatique des villes. Vous allez donc avec Anne Hidalgo à la COP28 à Dubaï. Concrètement, en tant que collectivité locale, qu'est-ce que vous pouvez faire? Comment vous pouvez faire bouger les choses? Je voudrais repartir de l'annonce qu'a faite la maire de Paris. Pour la première fois, il y aura un sommet des gouvernements locaux dans une COP, et ce sera important, puisque pour la première fois, les villes seront à la table des négociations, et on a vu à quel point, parfois, les délégations nationales des États peuvent être sous pression, on va dire, des lobbies, et notamment du lobby des énergies fossiles. Peut-être dire ce qui a été reconnu dans l'intérêt à agir pour les recours, notamment de Grande-Synthe, c'est que les villes sont en première ligne des conséquences du changement climatique, que ce soit à Grande-Synthe, que ce soit à Paris. À Paris, aujourd'hui, on se prépare à des pics de chaleur à 50 degrés. C'est la responsabilité de ceux qui organisent le chaos climatique. Et quand on voit l'importance que peuvent avoir des multinationales comme Total dans les nouveaux gisements d'énergie fossile, les bombes climatiques dont nous parlons, aujourd'hui, on peut dire que
Total, par ses investissements, est responsable de la dégradation du changement climatique, de l'impact du changement climatique et des conséquences sociales. Tous les efforts que nous faisons à Paris, et on a investi, la maire de Paris l'a rappelé dernièrement, pratiquement 10 milliards d'euros dans la transition écologique, dont 1,2 milliard sur la transition énergétique. Tous ces efforts d'adaptation de nos écoles, de nos crèches, de nos bibliothèques, de tous les services publics municipaux, ils sont vains, ils sont ruinés, parce qu'en attendant, à côté, on a ces organisateurs du chaos climatique qui continuent à investir à nouveau pour maximiser la rente climatique. Donc c'est pour ça que la ville de Paris, sur décision de la maire de Paris, s'est associée avec sur le recours de notre affaire à tous. On avait déjà eu d'autres recours, évidemment, avec Corinne Lepage. Pour dire une chose simple, c'est que en tant que ville hôte de l'accord de Paris sur le climat, on a une responsabilité particulière à Paris et la maire de Paris, évidemment, assume d'être à la tête de ces coalitions avec d'autres collectivités, d'autres ONG. Et ce qu'on va demander à la COP28, c'est assez simple. On a vu que ça a été difficile dans ces COP de prononcer le mot fossile. Le mot fossile. Pour la première fois, de manière très parcellaire, à la COP26 à Glasgow, on a eu, dans la déclaration de fin de déclaration de la COP, les fossiles sur le charbon. Donc on va aller au sommet des gouvernements locaux, on va rompre quelque part la logique de consensus des États qui mène à oublier le mot énergie fossile, et donc à imposer ce mot-là. On va le faire à travers une initiative qui a été prise par des milliers d'ONG et de scientifiques. C'est le traité de non-prolifération des combustibles fossiles. La ville de Paris est signataire aux côtés d'autres métropoles internationales. Et à travers ce traité, qui va nous permettre d'avancer, on va avancer évidemment avec les ONG et on pourra se voir avec toutes les ONG qui vont à la COP28 à Dubaï pour faire avancer cette lutte, pour avoir un vrai traité de non-prolifération des combustibles fossiles. C'est un des exemples de ce que peut faire la diplomatie climatique des villes, en lien évidemment avec les ONG, en lien avec les scientifiques. C'est comme ça qu'on arrivera à changer la donne. Alors justement, on va donner la parole à des ONG. Diane Strauss, je voudrais qu'on examine avec vous d'autres moyens de lobbying que vous avez, éthiques, pour répondre aux mastodontes qui sont les multinationales et les États. Vous misez sur la pédagogie, sur des études sérieuses pour contrer les fameuses études payées par les lobbyistes. C'est ça. Donc, Transport et Environnement a un ADN un peu particulier puisqu'on est connu pour être une ONG très experte. On est l'ONG experte de la décarbonation du transport. Et on est financé par des fondations et on est aussi financé par la Commission européenne pour fournir une contre-expertise aux lobbies industriels qui vont aller nourrir la réflexion des décideurs politiques. Et pourquoi c'est important? C'est très important parce qu'en fait, qui est là pour produire une contre-expertise, sinon des ONG qui doivent être financées pour le faire, pour financer des analyses. Donc nous, on est 120 personnes à travers l'Europe, dont des analystes data, des ingénieurs, des experts qui viennent des milieux du transport pour analyser vraiment quelles sont les conséquences d'une accélération vers la décarbonation des transports. Et en fait, on arrive avec des expertises qui sont assez rationnelles, raisonnables, hein, on ne réinvente pas la roue. Oui, si vous votez la fin de vente des véhicules thermiques en 2035, toute une économie de la batterie va se mettre en place avec des investissements qui n'auront pas lieu si vous ne votez pas la fin de vente des véhicules thermiques. Parce que sinon, ce sera du saupoudrage. Donc, c'est nécessaire de le faire. Oui, on peut réduire le coût des véhicules électriques s'il y a un investissement de masse dans les plateformes, ça s'appelle ce qui va soutenir la voiture, qui permet d'avoir une batterie. Et au contraire, si votre batterie, elle essaye à la fois de tenir un moteur thermique et votre plateforme un moteur thermique et un moteur électrique, bah vous aurez finalement beaucoup de pertes et vous n'aurez pas la même efficacité, vous n'allez pas gagner les mêmes gains en termes d'effet d'échelle, etc. Donc c'est des analyses relativement techniques qu'on produit finalement, mais qui permettent aux décideurs politiques de faire des choix éclairés. J'aimerais revenir sur deux choses qu'a dit Madame Lepage que je trouve très vraies. C'est qu'on se confronte quand même à deux difficultés en tant qu'ONG experte en l'occurrence. La première difficulté, c'est de se battre contre l'industrie du doute. Parce qu'en fait, on arrive souvent, plus tard que les industries du lobby, qui ont disséminé le doute à travers les médias.
vraiment, ça a été très difficile de récupérer l'opinion publique sur le véhicule électrique, et ça l'est toujours, malgré le fait que c'est la première solution pour décarboner notre économie, parce qu'en fait, on avait dit aux gens que pour récupérer la dette carbone qui est nécessaire à la construction de la batterie, ça demandait de conduire des années et des années, ce qui en réalité n'était pas vrai. Et donc, l'industrie du doute dissémine des choses fausses, le fait que dans toutes les batteries, il y a des terres rares, etc., qui après est très difficile à récupérer. La deuxième difficulté, c'est vraiment notre crédibilité, et ça c'est de conserver notre crédibilité, c'est notre ADN, c'est d'être crédible. On vérifie tous nos chiffres avec beaucoup d'attention, on a des systèmes de peer review, etc. Mais en effet, on est attaqué par les lobbies eux-mêmes, et donc en tant qu'ONG, plusieurs ONG ont récemment été attaquées en disant qu'on était financé par des industries chinoises, ce qui est complètement faux. Voilà, mais on est attaqué dans notre ADN parce qu'en fait on est dangereux, donc on est dangereux pour eux. Une réaction, oui, sur cette fabrique du doute, finalement, vous faites souvent face à cela, c'est les lobbyistes qui inventent des études, qui les payent, etc. Et après, c'est vrai qu'il y a un doute, et les États où ils se disent, bon, il y a le bénéfice du doute, on ne va rien faire, on change pas les normes. C'est un système qui est d'efficacité diabolique, qui a été mis en place par Philip Morris au départ. C'est les cigarettiers qui ont inventé ça. Vous avez 2 bouquins de référence là-dessus, hein, le bouquin de Naomi Oreskens sur la fabrique du doute, et le bouquin de comment il s'appelle, le journaliste du Monde, les 2 journalistes du Monde, Foucard sur la fabrique du mensonge. Enfin, il y en a un c'est le doute, l'autre c'est le mensonge, mais raconte la même histoire parce que c'est du mensonge. Et c'est diablement efficace, malheureusement, parce qu'il y a des gens malhonnêtes. Tu parlais tout à l'heure, je disais à Anne Hidalgo en aparté, pour moi, le problème, c'est pas le lobbyiste, c'est le lobbyé. Bon, s'il n'y avait pas de lobbyé, le lobbyisme, il s'arrêterait immédiatement. C'est parce qu'il y a des gens qui cèdent à tout ça. Il faut faire rempart et résistance. Oui, non, mais c'est vrai, c'est la vérité. C'est pour ça que ça marche. Eh bien, c'est la même chose. Donc, vous avez des gens avec des noms, des scientifiques, avec des noms fameux, qui, parce qu'ils sont payés des fortunes, font ça. Quand vous regardez les Monsanto Papers, par exemple, sur le glyphosate, c'est absolument extravagant, ce qu'on voit. Et donc, cette fabrique du mensonge rejoint quelque chose qui est très général, malheureusement, dans le monde, et qui, à mon avis, un des poisons les plus violents auxquels nous avons à faire face, c'est la vérité alternative. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde aujourd'hui où c'est sans cesse la réalité et la vérité qui sont mises en cause. Et si on ne partage pas une analyse des faits, comment voulez-vous qu'on avance et qu'on discute? C'est impossible. Et c'est ça qu'ils sont arrivés à inventer. C'est-à-dire qu'il y a une telle incertitude sur les faits qu'on ne peut jamais être d'accord sur quoi que ce soit. S'il y en a un qui dit qu'il pleut, l'autre qui dit qu'il fait beau temps, vous ne pouvez pas vous mettre d'accord sur le point de savoir s'il faut un parapluie ou pas. C'est pas possible. C'est ça auquel nous sommes confrontés. Et ça, c'est franchement diabolique. Jérémy Sussa, face à ça, la mobilisation des citoyens, c'est ce qui vous donne du poids. Vous me disiez que vous étiez 7 dans votre association. Face à des mastodontes, c'est pas évident. Et la mobilisation citoyenne vous donne des forces? D'abord, je crois que c'est Karim Adeli tout à l'heure qui parlait de lobby citoyen. Je pense que voilà, c'est la seule réponse qu'on peut opposer, c'est ça. On ne sera jamais 650 dans les COP. On fera. En plus, le pire, c'est qu'on a une éthique. Donc, en fait, ce qu'on ne fera pas, par exemple, c'est ce qu'ont fait les lobbies fossiles à la dernière COP, c'est-à-dire créer des fausses ONG pour pouvoir intégrer des cercles certains cercles auxquels les industriels n'avaient pas accès. Ça, on ne le fera pas non plus, parce qu'en fait, on travaille proprement et on essaye de travailler sur la conviction avec des vérités qui ne sont pas des vérités alternatives, qui sont les consensus scientifiques du GIEC. C'est un petit peu plus dur, un petit peu plus exigeant, donc en plus, on a plus de contraintes. Par contre, on est plus nombreux, en fait. Et par ailleurs, le point commun entre toutes les personnes qui sont dans cette salle et qui sont exprimées, c'est qu'on parle d'intérêt général, là où les lobbies parlent d'intérêt privé. Et c'est pas grave de parler avec les entreprises, et c'est pas grave de représenter l'intérêt de son entreprise. Par contre, c'est grave quand on ment. Et c'est grave quand les seuls qui ont voix au chapitre dans la discussion, ce sont les personnes qui mentent et qui représentent que leurs propres intérêts, ou en tout cas absolument pas l'intérêt général. Par contre, comme c'est un petit peu déprimant, je voudrais juste qu'on prenne 50 ans de recul
et qu'on se dise que en 72, c'est le rapport Meadows qui est sorti sur les limites à la croissance, qui est complètement resté à la base dans un microcosme scientifique, et 50 ans plus tard, on est là à en discuter, et il y a un chemin parcouru. Je pense que vous avez commencé vos carrières d'élus, peut-être pas aussi sensibilisé à la question écologique que vous ne l'êtes aujourd'hui. Moi, c'est mon cas aussi. Et en fait, cette accélération formidable qu'il y a eu sur la prise de conscience collective au niveau des politiques publiques, l'accord de Paris de 2015, il est extrêmement ambitieux. Je ne pense pas qu'en 2005, même qu'en 2010, on imaginait que la communauté mondiale allait s'engager sur ce chemin-là. On est très loin, on a pris des engagements, on est très loin d'avoir réussi. Par contre, on peut se dire quand même qu'en tant que lobby citoyen, on n'a pas été si mauvais avec des contraintes qui sont beaucoup plus fortes. Ça ne suffit pas, et ça ne suffit pas parce qu'on a un agenda qui va tomber. Et c'est bien si en 2050, il n'y a plus de voitures diesel, mais ce sera trop tard. Ouais. Damien, je vous laisse le mot de la fin, ça va être la fin de cette table ronde. Vous voulez insister sur quoi ? Je vais surtout pas résumer tout ce qui s'est dit et qui est très fort, qui a été dit. Je voudrais insister sur 2 autres points, peut-être pour la COP28 à Dubaï. 2 points qui seront très importants. Un point qui a été cité par la maire de Paris, c'est le financement direct des villes face au changement climatique. Ça, c'est un des points qu'on portera et qu'on portera avec force, notamment le financement par des fonds internationaux. On parle du fonds pertes et dommages. Et je suis sûr que toutes les ONG qui sont ici dans la salle, elles savent de quoi on parle quand on parle de ce financement, de ce fonds de financement pertes et dommages. Et puis évidemment, un point fondamental pour une ville comme Paris, c'est le lien entre transition climatique et droits humains. Paris a toujours été ville d'accueil pour les militants de l'environnement qui sont menacés dans leur pays. Évidemment, on continuera à le faire, mais on portera aussi ces liens avec les droits humains et la transition climatique, y compris à Dubaï et dans toutes les COP qui vont venir. Eh bien, merci, on peut vous applaudir. Merci pour tout ce que vous faites pour le climat. Si vous le souhaitez, on va prendre quelques minutes pour faire des questions-réponses rapides, une petite question rapide et une réponse rapide. Qui veut allez-y, monsieur. On va vous donner un micro. Merci. Tony Renucci, je suis directeur de l'association Respire qui lutte contre la pollution de l'air. Donc on est très centré sur les sujets de qualité de l'air. Et merci beaucoup pour l'organisation de cette table ronde. Ma question est assez simple et je reviens sur ce qu'a dit Diane notamment et sur le propos du lobby citoyen. Donc on essaye nous aussi d'être un lobby citoyen ou un lobby de l'air propre. Mais on arrive toujours un peu à ce constat-là et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Diane, c'est que j'ai toujours l'impression qu'on arrive un peu trop tard. Je cite pour cela une anecdote qui m'est arrivée il y a un peu plus d'1 an. C'était au cabinet, je ne vais pas dire avec qui, mais c'était au cabinet du ministre de l'Industrie sur Euro 7. Et j'ai essayé de savoir un peu la position de la France par rapport à ça, donc sur toutes les normes de pollution pour les véhicules. Et en fait, il m'a sorti tout un tas de graphes en me disant, mais regardez, avec cette norme Euro 7, enfin avec la proposition de la France, eh bien, on réduira les émissions de particules fines. Il me montre les graphes avec vraiment des choses, des cours, et je lui dis, mais ce que vous me montrez, en fait, c'est pas des particules fines. Et en fait, il en était persuadé, et je lui demande, mais quelle est la source de vos graphes? Il me dit, mais c'est, je sais plus, l'association des constructeurs automobiles. Enfin, et bon, après, ça, c'est sûrement un exemple qui arrive sur plein de sujets, mais ce qui m'a interpellé, c'est qu'en fait, leur seule Bible, y compris dans le cabinet ministériel, c'était ce qu'allait leur donner cette association ou les constructeurs automobiles, ou en tout cas l'industrie. Et à aucun autre moment, ils avaient eu une autre vision des choses, et puis après, pour faire leur choix, éclairé ou pas. Et j'ai eu le sentiment que de toute façon, j'aurais beau, et je lui ai envoyé la documentation derrière, mais j'aurais beau dire ce que je veux, ou on aura beau dire tout ce qu'on veut en tant qu'ONG ou lobby citoyen, dans tous les cas, on est arrivé trop tard, parce que c'était comme si les industries en face avaient de toute façon déjà accès en amont et avaient déjà infusé toutes leurs thèses et tous leurs diagrammes, quand bien même c'était des données qui parfois pouvaient être erronées. Et du coup, ma question, c'est comment on fait face à ça? Comment on fait? Qui va répondre, une ancienne ministre ou des ONG? Qui veut répondre? Oui, allez-y. Je pense qu'il y a des... Ça marche? Je pense qu'il y a des dossiers sur lesquels on arrive trop tard.
Et il y a des dossiers sur lesquels en fait on peut être force de proposition et c'est là-dessus qu'il faut qu'on continue à travailler. Je parle d'un sujet par exemple, c'est l'électrification des flottes d'entreprises. Alors ça peut paraître un peu niche, mais en fait c'est une voiture neuve sur 2 vendue en France. Les rues de Paris en sont pleines et c'est généralement des SUV. Donc là-dessus il y a quelque chose à faire et en fait quand on arrive à être suffisamment sur des sujets suffisamment techniques, je pense qu'on peut réussir à, comme on dit dans le jargon, walk the talk. Donc j'espère que sur ces sujets-là, en tout cas, on arrive à devancer les lobbies. Après, je partage ton point de vue, bien sûr, Tony, sur les gros sujets et les grandes directives européennes. C'est tellement difficile de récupérer à la fois les décisionnaires, certains décisionnaires, et puis aussi l'opinion publique, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de travail médiatique qui est hors de notre contrôle. Une autre question dans la salle, monsieur. Merci beaucoup, Hamman Architecte. Je voulais d'abord saluer le projet de la maire de Paris sur l'école, la rue aux écoles. Ça fait que c'est très important pour les parents. Maintenant, il y a des mamans qui partent tranquillement, sans stress. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pourquoi Madame la maire ne pourrait pas faire appel, comme elle est présidente de l'Association internationale des maires francophones, il faut faire participer ces maires-là par rapport au lobbying. Mon troisième constatation, c'est remercier M. Dan l'adjoint à la maire qui nous portons un projet, faire le système de panneaux solaires en évitant d'utiliser l'aluminium, parce que la France dépend beaucoup de ces problèmes de matières premières. Merci. Daniel, vous voulez répondre? Non, mais un petit mot. Peut-être un mot sur l'Association internationale des maires francophones. Oui, il y aura une délégation de l'Association des maires francophones avec nous à la COP 28. Et par ailleurs, j'ai élargi aussi l'Association des maires francophones à tous les maires des Outre-mer qui sont aussi évidemment concernés par les questions du changement climatique avec une pression sur leur survie qui est encore plus forte. Donc Outre-mer et en même temps maires francophones viendront avec nous participer à la COP28. Bon, il y a ça, Outre-mer, M-A-I-R-E. Une autre question? Au fond de la salle, il y avait une... Monsieur. Merci, bonsoir et merci pour cette table ronde, ces tables rondes. Il y a environ 2 ans, on entendait dire que le centre de Paris, les 4 premiers arrondissements et le nord du boulevard Saint-Germain allaient être piétonnisés, puis ça serait fermé à la circulation de transit. Ensuite, ça a été reporté à l'été 2023, et puis maintenant, on n'entend plus parler. Qu'en est-il de ce projet? Alors, qui va répondre sur ce projet de piétonisation? Anne Hidalgo, à côté, parfait. Oui, bien sûr. Alors, on est dans ce projet de ZTL. On a été un peu bloqué par le gouvernement qui, bien qu'ayant été condamné sur les questions de pollution de l'air, a plutôt essayé de donner raison à mon opposition, notre opposition, c'est-à-dire ceux qui considèrent qu'il n'y a pas de problème de pollution, etc., et que la ville devrait continuer à être simplement un grand espace pour les voitures. Je me suis battue. On a gagné sur plusieurs sujets importants. Par exemple, sur l'espace Trocadéro-Iéna, qui va être un des grands espaces, un parc de 52 hectares. 52 hectares. Qui va être entièrement piétonnier et sur lequel j'étais bloquée parce que Madame Dati et Monsieur Spinner avaient convaincu le président de la République de leur bon droit. Là, grâce aux Jeux Olympiques et Paralympiques et notamment au fait qu'on prend cet espace-là, on a obtenu enfin gain de cause. Le deuxième sujet qui est sur la ZTL, là aussi, grosso modo, on se bat beaucoup, mais après l'été des Jeux, on aura de toute façon pendant les Jeux beaucoup de zones qui vont être non circulées. Donc pour l'instant, tout le monde n'a pas vu encore, mais ça va être quand même extraordinaire. Mon objectif, c'est qu'on ne réouvre pas
beaucoup de ces zones, que ce soit dans le centre ou dans un certain nombre d'autres espaces. Je vous donne un exemple. Sur la place de la Concorde, vous avez vu que pendant la Coupe du Monde de rugby, on a fait une place de la Concorde soit en jauge pleine complètement fermée, soit en demi-jauge, qui est quand même pas mal, fermée. Eh bien, on ne réouvre pas. Et on va aller comme ça jusqu'aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Et après les Jeux Olympiques et Paralympiques, on ne va pas réouvrir. Donc, on est en train de prendre voilà, des espaces. Hein, c'est une espèce de guerre des territoires. Mais on fait des avancées. Et sur la ZTL, il y aura effectivement une ZTL Paris-Centre, mais qui devrait entrer vraiment en application réellement après les Jeux, sachant que pendant les Jeux et avant les Jeux, il y a quand même plein de trucs qui vont être fermés aux voitures. Enfin, en tout cas, on ne pourra pas beaucoup circuler. Et ça fait partie des sujets sur lesquels on va communiquer dans les semaines qui viennent. Voilà. On lâche rien. Merci pour cette réponse. On va prendre une dernière question, peut-être de ce côté-là. Je vois qu'il y a une main. On va prendre une dernière question. Merci beaucoup, bonsoir. En 1991, le pape Jean-Paul II il fait une encyclique sur les générations futures, et c'est un concept qui est revenu dans beaucoup de COP. Moi, je suis né en 1995, je pense qu'on est un certain nombre dans cette salle à être né après, donc les générations futures, on est déjà là. Je pense qu'il faut aller attaquer les leviers importants. Vous avez déjà cité le fait qu'ils étaient très nombreux. Je pense aussi qu'ils sont très riches. Je mentionne juste un chiffre qui, pour moi, est très frappant et qui parlera même aux élus de la ville de Paris qu'on a avec nous ce soir. 4 milliards, c'est le budget publicité du secteur de l'automobile dont on parle ce soir. 4 milliards, c'est la moitié du budget du ministère de la Justice, c'est-à-dire que dans notre pays, on considère que tout ce qu'on met pour notre justice, on va le mettre la moitié juste pour vendre des bagnoles. Voilà, et donc je pense qu'il faut attaquer aussi la question de la publicité. C'était ça, et je voulais avoir, pour poser quand même une question, je voulais avoir votre point de vue sur cette réaction. Est-ce que la publicité est comment? Voilà. Le poids de la pub. C'est un lobbying au quotidien. Voilà, demain au Conseil de Paris, on va dire des choses. Voilà, moi personnellement, je le dis très sincèrement, je suis pour qu'on sorte de la publicité marchande. Voilà. Mais qu'on en sorte, je ne peux pas en sortir comme ça tout de suite, parce que ça représente quand même une recette importante. Et à un moment où on a 0 € de dotation de l'État, on doit être évidemment, je ne dis pas raisonnable, mais en tous les cas tenir compte de ces contraintes. Moi, je suis pour une sortie dans les 3 ans. De la publicité marchande. Il y a une proposition plus ambitieuse du groupe des Verts qui voudrait tout de suite. Je respecte, mais grosso modo, je pense qu'on va y arriver dans les 3 ans, quoi. Voilà. Merci. Voilà, bien, on vous remercie tous. Juste un dernier mot, et puis après... Sur la publicité, moi, ce qui me marque quand même, c'est qu'on autorise des publicités sur des produits qui sont malucés. Enfin, quand on parle et mensonger, quand on parle de voitures et d'automobiles, vous verrez, vous regarderez le nombre de SUV qui sont dans les publicités. Et en fait, ces produits, c'est pas marqué, il n'y a pas de bandeau, ce produit est malucé. Et s'il est malucé, c'est parce qu'en fait, il produit du CO2. Donc voilà, je pense qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Merci à tous d'avoir participé, les intervenants. Merci aux élus à la mairie de Paris. Et merci d'être venus à l'Académie du Climat.